à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'update lecture du mois de janvier. Donc j'ai décidé pour cette année 2022 de ne pas me surcharger en tournage de vidéos et du coup de vous faire directement des updates lecture par mois. Donc ce serait plutôt une grosse vidéo parce que je sais pas trop pour combien de temps je vais en avoir, mais j'ai quand même un peu plus de 10 livres à vous présenter. Mais au moins, toutes mes lectures du mois de janvier seront réunies en une seule vidéo et ça fera un petit récap, un petit bilan du mois. Si on fait le point sur le mois de janvier, j'ai lu 11 livres, dont 5 graphiques, et j'ai tourné presque 3000 pages, donc 2878 pages. Je suis plutôt contente parce que je savais pas trop vers où aller, vers quoi j'allais aller sur cette année 2022 et sur le mois de janvier. Et je suis plutôt contente parce que je ne pensais pas que je lirais autant. J'ai donc commencé mon année 2022 avec comme première lecture Le Magicien d'Oz, donc de Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe. Donc c'est pas une réécriture mais plutôt une réadaptation du conte originel donc, du Magicien d'Oz. Illustré par Benjamin Lacombe, que j'adore, dont les illustrations sont juste trop belles. Donc Le Magicien d'Oz, c'est l'histoire de Dorothy, une jeune fermière du Kansas, Texas, quelque part aux États-Unis, je ne saurais plus trop vous dire où, qui se retrouve propulsée du coup dans un monde un peu fantastique. Je ne sais plus comment s'appelle tout l'univers, mais qui va essayer de rentrer chez elle, et pour rentrer chez elle on va lui dire qu'il faut qu'elle aille voir le magicien qui habite à Oz. Et sur son chemin elle va faire la rencontre de différents personnages, de différents animaux, d'amis, de compagnons qui vont l'accompagner en fait tout au long de son voyage, tout au long de son aventure, et qui vont l'aider à rencontrer ce magicien d'Oz pour rentrer chez elle. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette réadaptation par Sébastien Pérez, c'est que ici Dorothy n'est pas le personnage principal, n'est pas le personnage que l'on va suivre le plus, mais on va suivre son ami en fait, l'épouvantail. Donc l'histoire commence sur l'épouvantail, l'arrivée de l'épouvantail à la vie, etc. Plus que sur l'arrivée de Dorothy en fait dans cet univers. Et tout au long de l'histoire, on va suivre le point de vue de l'épouvantail, donc qui est un peu naïf, qui en fait vient d'être créé, qui découvre le monde pour la première fois. Et j'ai trouvé que c'était assez sympathique de revisiter en fait le conte de cette façon-là. Ça permet de dire des choses, de montrer des choses qu'on ne pourrait pas faire avec un personnage mature, on va dire. Puisque là, vraiment, ce sont les points de vue d'une créature qui découvre tout. Donc c'est assez sympathique. Ce que j'aime bien vraiment à chaque fois dans ces contes que revisitent les auteurs, et notamment ceux illustrés par Benjamin Lacombe, c'est qu'il y a toujours des petites explications au début et à la fin des livres. Donc là notamment il y avait pas mal d'explications sur les couleurs, leur signification dans le livre, et sur les choix de l'auteur de base par rapport à la société de son époque. Et je trouve ça toujours hyper intéressant de découvrir en fait que tout n'a pas juste été inventé pour l'imaginaire et pour faire plaisir et s'évader, et que derrière ça il y a quand même des choses qui sont dénoncées sur la société de l'époque. Ça a été un livre que j'ai vraiment apprécié découvrir. Je pensais pas autant apprécier en fait de redécouvrir Le Magicien d'Oz, même si je le connaissais très peu, et les illustrations ne rendent ça que plus magique. Deuxième lecture du mois de janvier, il s'agit de La Trahison de Camelot, donc qui est un tome 2 écrit par Kirsten White, et donc c'est publié chez De Saxus. J'ai la version reliée qui est juste trop belle. Il est sorti en fin d'année 2021, donc je l'ai acheté direct pour avoir cette belle version puisque j'ai le tome 1 comme ça. Et en fait, je me souviens que le tome 1 avait été plutôt mitigé, on va dire, dans l'ensemble, même si la fin m'avait beaucoup plus plu. Et donc je ne voulais pas que ce tome 2 pourrisse dans ma pile à lire. Donc je me suis lancée assez rapidement dedans après l'avoir eu, donc là début janvier. Et je ne regrette
pas du tout du tout. Il est vraiment vraiment meilleur que le premier. Les personnages sont beaucoup plus attachants, même si pour certains c'est pas toujours ça. Et il y a beaucoup d'action, beaucoup de bouleversements, beaucoup de retournements de situation. Donc ça rend le livre très addictif comparé au premier tome qui était vraiment pas contemplatif mais très introductif. Du coup les personnages sont plus attachants parce qu'ils ont moins ce côté vide, on a un peu plus leurs sentiments, leurs émotions et du coup ça rend la lecture beaucoup plus sympathique forcément. Et comme d'habitude, ça avait déjà été le cas avec le tome 1, à la fin on a un super cliffhanger, donc je n'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir finir, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que va devenir Guenièvre, ce que va devenir le roi Arthur, ce que va devenir Camelot. Je vous ai pas fait de résumé puisque c'est un tome 2, mais concrètement on est sur une réécriture des légendes arthuriennes, donc avec le roi Arthur, avec Camelot, avec Guenièvre, avec Merlin, enfin voilà, mais saupoudré de magie, de complot, de secrets, de trahison. C'est vraiment assez sympathique et il y a de la diversité dans ces romans, ce qui est assez cool. Alors juste, moi, petit bémol hein, que j'ai rencontré pendant ma lecture, faire deux sœurs dont l'une s'appelle Guenièvre et l'autre s'appelle Genièvre, c'est pas facile dans la lecture, je vous jure. T'es obligé de relire toutes tes lignes pour savoir laquelle est en train de parler, qui est là. C'est assez compliqué. Après, il y a une explication à ces prénoms qui arrivent dans le roman, mais il n'empêche qu'au premier abord, c'est quand même pas nous simplifier la vie. Mais du coup, très très bonne lecture ce tome 2, et hâte d'avoir la suite. J'ai ensuite lu une petite BD toute mignonne, donc c'était le tome 3 de Sorceline, donc par Sylvia Douillet et Paola Antista. C'était du coup une suite hein, forcément. Il me reste un tome à lire, je sais pas trop s'il y a 2 tomes derrière. Mais dans cette saga, on suit une jeune fille qui arrive un petit peu pour un stage un peu spécial dans une île un peu paumée où personne ne sait trop où c'est un peu secret. Et où en fait elle va apprendre à soigner les créatures magiques. Je sais plus exactement comment on appelle le métier. C'est pas zoologue mais un truc dans cet esprit. Et en fait il va s'avérer que ils vont avoir quelques ennuis sur cette petite île, donc elle est avec plusieurs jeunes et des créatures vont apparaître, etc. Et il va y avoir un petit mystère qui va s'installer puisque certaines personnes se retrouvent transformées en glace. Il me semble que c'est en glace. Mais du coup voilà, on essaye de comprendre un petit peu qui transforme en glace, pourquoi, etc. Et j'aime beaucoup parce que à chaque fois qu'on lit un tome, l'intrigue évolue, on continue d'en apprendre plus, on a de nouvelles questions et à chaque tome on a de nouvelles réponses et du coup ça rend la lecture assez addictive. Donc j'ai très envie d'avoir le tome 4 puisque j'ai de nouveau des questions à la fin de ce tome 3. J'ai ensuite lu Nébulo, la machine à voyager dans le temps, donc de Elodie Caraz. C'est publié chez Relica Éditions, donc je les remercie, ils m'ont envoyé gentiment le livre en numérique pour que je le découvre. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais peur que ce soit très très jeunesse et pas forcément mon style. Et en fait j'ai vraiment vraiment aimé, on est à la limite du coup de cœur, c'est dire. Dans cette histoire, on suit Nébulo, un petit robot qui a été construit à notre époque par un scientifique un peu fou, on va dire. Et en fait, Nébulo, il peut voyager dans le temps. Et aussi dans l'espace un petit peu, il me semble. Hein. Et il va décider de s'enfuir puisque son maître veut juste dominer le monde. Et Nébulo, étant une machine intelligente, ne veut pas être responsable de ce genre de choses, donc il va s'enfuir et il va faire la rencontre de deux personnages, donc d'une jeune fille et d'un homme, je sais plus exactement quel âge il a, et en fait ils vont décider de l'aider, donc ils se retrouvent dans un premier temps en France de 1939, puis ensuite en France de 1945, donc forcément des dates pleines d'histoire.
Et j'ai vraiment aimé découvrir en fait des parties d'histoire, vivre l'histoire en fait à travers ces personnages, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu de vivre et de découvrir l'histoire et d'avoir peur pour mes personnages, parce que nous aujourd'hui on sait tous très bien ce qu'a été cette période de l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui était vraiment poignant et qui était vraiment plein d'émotions et très touchant. Le côté historique qui d'habitude m'emballe pas forcément, là pour le coup enfin, j'ai vraiment apprécié ça. Et je crois que d'ailleurs c'est un tome 1 et qu'il y a d'autres tomes qui seraient en préparation, il me semble. Donc ce serait cool de découvrir d'autres périodes historiques de la France ou d'autres pays, mais qui ont marqué en fait le monde. Ce serait hyper cool. Et les personnages étaient hyper attachants, que ce soit le petit robot ou que ce soit l'enfant. Enfin vraiment, il y avait quasiment rien à redire sur cette lecture, si ce n'est qu'elle était un peu courte du coup. Mais c'est du jeunesse, donc c'est un peu normal. Mais très bonne lecture. J'ai ensuite craqué comme la moitié de Bookstagram, la moitié de Booktube, j'imagine, sur Laure Olympus, je ne sais pas comment on le dit, de Rachel Smith, publié chez Hugo BD. Donc c'est un tome 1. Pour être très honnête, j'ai craqué dessus juste en voyant la tête qu'il avait. En sachant que c'était une réécriture de la mythologie grecque, de l'histoire de Perséphone et de Hadès, donc histoire que je connais assez mal en fait dans la mythologie, mais qui du coup me donnait très envie de découvrir à travers ce livre. C'est pas la meilleure lecture de janvier, pour être honnête, j'en attendais un peu plus, même si la réécriture est très très agréable. J'ai vraiment bien aimé. Les dessins sont vraiment à tomber par terre avec le code couleur qui est attribué pour chaque dieu et déesse. Je trouve que ça rend la lecture beaucoup plus visuelle. On sait juste en regardant la couleur de quel dieu on parle, et ça aide vraiment à savoir qui est qui. Les dessins sont vraiment beaux, même si à certains moments je les ai trouvés un peu crus, à la limite du vulgaire, mais c'était pas non plus trop régulier. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on ne découvre pas que l'histoire de Hadès et de Perséphone, mais aussi des histoires annexes, d'autres histoires de la mythologie grecque. Donc dans l'ensemble c'est plutôt une bonne lecture, même si j'en attendais un peu plus, j'attendais quelque chose de peut-être plus romantique et peut-être de plus complet, parce que c'est vrai que à la fin de la lecture j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup avancé dans l'histoire d'amour, on va dire. Donc j'attends de voir ce que donnera la suite, le deuxième tome, deuxième volume. Je sais pas trop combien il y en aura, mais voilà, plutôt une bonne lecture et en tout cas très agréable à regarder. J'ai ensuite lu Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. C'est un livre qui me tentait énormément depuis très longtemps et du coup j'ai eu l'occasion de le lire, donc je l'ai lu aussitôt. Je l'ai lu d'une traite et il est vrai qu'au début j'ai pas été hyper emballée sur les premières pages. Je savais pas trop où on allait et tout ça. Et finalement, en fait, je me suis très vite attachée au personnage de Sama, je crois qu'elle s'appelle, la petite. Et en fait, j'ai vécu les émotions à travers elle, avec elle. J'ai eu peur, j'ai souri avec elle, j'ai été contente, j'ai été en colère. Enfin, vraiment, j'ai vécu avec elle, en fait, cette histoire. Ça a été assez touchant. Et surtout très prenant de par son réalisme et de par la possibilité en fait que ça puisse arriver et se mettre en place, ce monde absolument affreux. Et du coup ça m'a vraiment touchée, le fait que ce soit un texte qui soit engagé, surtout pour la planète, pour le réchauffement climatique, etc. C'est des causes qui me touchent, qui me tiennent à cœur, et du coup j'ai apprécié retrouver ça en fait dans ma lecture. J'ai aimé voir l'évolution en fait du personnage de la jeune Sama qui va changer du tout au tout.
Et du coup j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de voir le mécanisme en fait qui s'installe. Et j'ai vraiment trouvé ça affreux comme possibilité de voir notre monde modifié comme ça. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, dans Et le désert disparaîtra, Marie Pavlenko, elle dépeint notre monde, on va dire, dans peut-être des centaines d'années, où il n'y a plus de forêt, où il n'y a plus vraiment de ville. En fait, quasiment toute la surface de la Terre est recouverte par le désert, notamment dû au réchauffement climatique, à la sécheresse, etc. Et en fait, les arbres qui aujourd'hui sont partout autour de nous sont devenus une denrée rare et sont monnayés. Donc en fait, aujourd'hui on a des chasseurs d'animaux. En fait, dans ce monde, dans cet univers, les hommes sont devenus des chasseurs d'arbres. Et donc chassent les arbres et dès qu'ils trouvent un arbre, ils l'abattent et l'échangent contre de la nourriture, contre de l'eau, contre des ressources, tout simplement. Et du coup, en fait, plus ça va, moins il y a d'arbres. Donc c'est dur pour les chasseurs d'en trouver. Et le retour en arrière pour la terre devient plus que difficile, impossible. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait à travers ce livre de montrer l'importance qu'ont les arbres dans notre monde actuel. Et du coup c'est une lecture qui m'a vraiment touchée, que j'ai vraiment appréciée. Et comme elle est courte, elle peut se lire assez rapidement. Je conseille à tous de lire Et le désert disparaîtra parce que c'est vraiment un texte qui peut faire changer les mentalités et c'est hyper important aujourd'hui. J'ai ensuite lu le tome 2 de Moriarty, donc qui est un manga, et c'est de Takeuchi et Miyoshi. Je suis pas très bonne en japonais, enfin je pense qu'ils sont japonais. Mais du coup, petite avancée dans cette saga de manga que j'avais vraiment aimé découvrir avec le tome 1. On se retrouve en Angleterre au 19e siècle, donc aux côtés des frères Moriarty. Et en fait, ce que j'aime dans ces mangas, c'est que ça dénonce vraiment les problèmes de la société de l'époque. Donc à l'époque, c'était notamment les nobles qui avaient le droit à tout et le tiers-état, je crois on appelait ça. En gros, le bas peuple n'avait le droit à rien. Et en fait, j'aime voir que Moriarty se bat pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que malgré le fait que nos sociétés ont évolué quand même depuis le 19e siècle, heureusement, il y a quand même des problèmes en fait qui persistent ou qui sont sensiblement les mêmes qu'à l'époque, même si les termes ne sont pas les mêmes, ou on n'est pas vraiment exactement pareil, mais il y a des schémas qui se rejoignent, et je trouve ça très intéressant. Et j'aime beaucoup les personnages, ils sont hyper intrigants. Dans ce tome 2, il y en a un nouveau qui apparaît à la fin, qui promet des choses sympathiques pour la suite, donc j'ai hâte d'avoir la suite et de découvrir comment va évoluer toute leur relation. Mais vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, mon coup de cœur de janvier, il s'agit de Cress, donc le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, et c'est chez Pocket Jeunesse. Je dois avouer que j'étais pas hyper à l'aise avec cette brique de 650 pages. Et en fait, j'ai lu hyper vite. Enfin, je m'attendais pas à le lire aussi vite, parce que j'ai quand même mis un peu plus d'une semaine. Mais je l'ai lu vite, c'est hyper addictif. Il y a plein d'actions, il y a plein de retournements de situation, plein de bouleversements. Certains qu'on voit venir, qu'on attend, d'autres pas forcément. Donc à certains moments, j'ai été très surprise. Donc ça c'est cool parce que c'est pas toujours évident de se faire surprendre. Et ce que j'aime dans cette saga, c'est qu'à chaque tome, on découvre de nouveaux personnages qui s'imbriquent en fait dans ce qu'on connaissait déjà. Et ça s'imbrique bien. J'avais peur que ça devienne redondant, que ce soit complètement tiré par les cheveux et tout ça. Et en fait, là vraiment pour moi, ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai adoré. Les personnages sont dans l'ensemble tous très touchants. Dans le tome 2, on découvre Thorn, un hors-la-loi, on va dire, avec lequel j'ai eu un peu de mal dans le tome 2, et en fait, on le redécouvre complètement différemment dans ce tome 3.
et je crois que c'est devenu un peu mon chouchou. Mais vraiment super cool. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a des alternances de points de vue. On n'est pas toujours au même endroit. Si les groupes sont séparés, on a des points de vue des différents groupes. Et c'est hyper intéressant d'avoir une idée de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Parce que là, on est vraiment sur une vision mondiale. De savoir un peu tout ce qui se passe dans le monde au même moment pour tout le monde. C'est hyper intéressant. Et là, à la fin, on a encore du suspense, on a des révélations, donc il me tarde d'avoir la suite, de découvrir la suite pour finir cette histoire parce que c'est vraiment bien. On est sur de la réécriture de contes, donc Cress, comme vous le voyez à la couverture, on est plutôt sur la réécriture de réponses, mais plutôt moderne. Réécriture un peu en mode Star Wars, dans l'univers, la galaxie, avec des cyborgs, des robots, enfin tout ça. Le tome 3 est plutôt sur la découverte donc de Cress qui correspondrait au conte de réponse. Mais on a aussi le conte de Blanche-Neige qui est revisité, le conte de Cendrillon qui est revisité, le conte du Petit Chaperon Rouge qui est revisité. Enfin bref, c'est vraiment hyper intéressant et c'est vraiment cool. Donc je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. J'ai ensuite découvert Yona, donc Princesse de l'Aube. Là c'est le tome 1. J'y suis un peu pas allée à l'aveugle mais presque. J'avais peur que ce soit trop romance pour moi parce que je suis pas une très grande fan des romances. Et c'est quand même classé étant un shoujo. Donc voilà. Et on suit dans ce livre Yona qui est une princesse qui aimerait en fait, qui est follement amoureuse de son cousin, qui aimerait épouser son cousin pour qu'il devienne roi et tout ça. Et en fait ça va pas du tout se passer comme les autres puisque son cousin n'est pas tout à fait celui qu'il prétend être. Et pour l'instant j'en sais pas beaucoup plus puisque ça reste un premier tome assez introductif qui présente les personnages, mais ça promet une romance qui est pas tout à fait une romance typique qu'on attend. Je sais pas trop vers où on va aller après la fin de ce premier tome. J'ai le tome 2 donc je vais attendre d'avancer un peu plus pour savoir. Mais on va voir. Mais j'espère que ça va être un peu différent d'une romance habituelle, qu'ils vont réussir à me surprendre pas mal. Ensuite, j'ai lu mon premier Olivier Adam avec Dans la nuit blanche, donc dans la collection R chez Robert Laffont. J'y suis allée aussi, pas à l'aveugle, parce que je savais qu'on abordait quand même la thématique de la perte, etc., presque du deuil. Et c'est des choses que je trouve assez intéressantes de voir en livre parce que c'est pas toujours évident de savoir à quoi s'attendre dans la vraie vie. Donc ça peut donner une première approche. Le résumé on dit pas trop, on sait juste que Antoine, donc on imagine que c'est celui-ci, qui est pas vraiment notre personnage principal parce qu'en vrai on va pas le voir tant que ça. Mais il va se faire en fait renverser par une voiture et il va sombrer dans le coma. Et tout au long du livre, on va suivre en fait tous ses proches, plus ou moins proches à lui ou à sa famille. Et on va suivre leurs réactions, comment ils continuent leur vie ou ils ne la continuent pas, etc. Tout en ayant en parallèle l'enquête sur qui l'a renversé en voiture puisque cette personne a pris la fuite et qu'on ne sait pas à qui on doit ce coma en fait. Donc c'est assez sympa. Il y a beaucoup de personnages. Au début ça m'a un petit peu perdue. Je sais pas combien ils sont mais ils sont vraiment énormément. Sachant que chaque personnage a des chapitres avec des alternances de points de vue à chaque fois. Donc c'est vrai que au début de chapitre quand tu vois un nom tu te dis mince c'était qui celui-ci déjà. Pas toujours évident. Et finalement en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper bien choisi parce que ça permet vraiment de montrer que tout le monde ne va pas le vivre de la même façon, que tout le monde ne va pas avoir les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes préoccupations. J'ai trouvé par contre dommage dans ce livre, c'est qu'il y a plein de thématiques hyper intéressantes qui sont abordées, mais qui ne le sont qu'en surface en fait. On va en parler,
un petit peu, histoire de montrer que bon, c'est pas vraiment normal que ça existe, mais c'est tout. Et du coup j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y a plein de choses qui auraient pu être développées, qui auraient été hyper intéressantes. Donc peut-être que c'est un choix pour pas cacher en fait cette thématique de la perte, tout ça. Mais du coup j'ai trouvé ça en fait dommage qu'elle soit abordée, qu'elle soit posée là et qu'on n'aille pas plus loin. Mais ça a été une très bonne lecture avec finalement des retournements de situation. Même si quand on y réfléchit, c'est vrai que ça aurait pu être prévisible. Mais moi je me suis fait surprendre et c'est vachement cool parce que c'est rare comme je le disais tout à l'heure. Donc très bonne lecture aussi et je vous conseille de le lire. Et je pense que je lirai d'autres Olivier Adam, peut-être pas cette année, mais je pense que c'est un auteur que je vais relire. Dernière lecture de janvier, il s'agit d'un petit manga, donc Créatures Fantastiques, donc c'est le tome 1 de Kazuya et c'est publié chez Komiku Édition. Donc ici on est dans un monde, on pourrait dire notre ancien monde si on veut, où la magie disparaît petit à petit puisqu'elle est remplacée par la science en fait. Les gens ne sont plus magiciens mais scientifiques. Ils essayent d'expliquer en fait tous les phénomènes qu'on aurait pu attribuer à la magie avant ça. Et de ce fait, toutes les créatures fantastiques, toutes les créatures magiques sont en train de mourir en fait puisqu'elles n'ont plus comme si en fait le fait que les gens croient en la magie était source de vitalité, source d'énergie pour eux et que cette magie se perde, en fait ça les fait mourir. On suit Ziska, donc qui est une jeune apprentie vétérinaire de ce monsieur, je sais plus comment il s'appelle. Mais en fait, elle est apprentie vétérinaire et à côté de ça, elle est aussi descendante d'une famille magique, on va dire. Elle est mage. Donc elle essaie, elle, de soigner les animaux aussi grâce à la magie, et notamment grâce à la magie. Et en fait, dans ce petit livre, ils vont rencontrer à plusieurs reprises des créatures magiques qu'ils vont devoir aider, soigner. Et je trouve ça super sympa, parce que c'est des créatures assez mignonnes, moi j'aime bien, et qui ont toutes un peu des spécificités. Après, voilà, hein, c'est propre à chacun, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Je dois avouer par contre que je ne sais pas trop où on va. Je sais pas trop en fait quelle est l'intrigue du livre, on va dire, parce que au-delà de soigner des petits animaux mignons et magiques, c'est cool, mais ça en fait pas une histoire. Et c'est vrai que je sais pas encore trop où on va, quelle va être l'intrigue en fait vraiment spécifique de la saga. Donc je sais que c'est en 5 tomes, j'ai le deuxième ici, donc je vais lire le 2 et je verrai comment ça évolue. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour ce petit personnage là, elle est vraiment trop mignonne. Pas naïve mais presque, mais vraiment toute douce et elle a l'air vraiment adorable. Donc voilà, et ça a été plutôt une bonne lecture aussi. Et voilà, je vous ai enfin présenté mes 11 lectures du mois de janvier. Je sais pas du tout à combien de temps de vidéo on est, mais ça doit être exorbitant. Donc plutôt un très bon mois puisque quand je regarde les notes que j'ai attribuées à mes lectures, je ne suis pas allée en dessous de 3,5 sur 5, ce qui est plutôt une très bonne moyenne. J'ai quand même eu un coup de cœur, deux très bonnes lectures, on va dire, quasiment que des très bonnes lectures. Et du coup, quelques lectures un peu plus mitigées, on va dire, où je sais pas encore trop où on va. Mais c'est un très bon mois, je suis contente de moi. J'ai hâte de vous présenter ce que j'aurais lu en février, puisque je participe, je fais le challenge d'Audrey le souffle des mots, petit mois, petite lecture, donc je devrais lire pas mal, puisque je vais essayer d'enchaîner des petits livres. Donc je vous montrerai ça début mars du coup. Dites-moi vous en commentaire combien de livres vous avez lus en janvier, si c'était plutôt des bonnes lectures, des coups de cœur, des lectures un peu mitigées. J'aimerais trop savoir juste ce que tout le monde a lu en janvier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait parce que c'est vraiment hyper encourageant pour moi. À liker cette vidéo et à la partager si vous avez aimé. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.